Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast et sur cette nouvelle critique qui reviendra sur le film Nosferatu de Robert Eggers. Voilà, pour dire un avis global et très rapide, j'ai adoré le film. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. J'adore Robert Eggers. Alors peut-être que ça me rend mon avis subjectif, mais tout avis est subjectif. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que ça l'amplifie un petit peu plus, mais c'est vraiment un réalisateur que j'adore et je sens que là, avec ce film-là, il a réussi toujours à innover, à rendre l'œuvre, comment dire, par rapport aux deux autres versions, il arrive à insuffler une sorte de grandiose qui manquait quelque chose qui fait que ce film est grandiose et époustouflant par sa mise en scène et par de ce que cela raconte. On pourrait se dire qu'une autre adaptation de Nosferatu, ça peut être vain d'en faire, sachant qu'il y a eu donc la version de Murnau muette et la version de Herzog qui, pour ma part, c'est une version. Le film est magnifique, par contre le film est lent, trop austère pour ce que ça pourrait raconter. Et je trouve que il manquait de quelque chose pour arriver à faire quelque chose d'assez complet. Alors je pense que c'est quelque chose à notifier, c'est que Robert Eggers, et on le voit à la fin dans les crédits, il s'inspire à la fois, c'est noté à la fois du Nosferatu mais de Dracula, et on le ressent par certains éléments, sans spoiler, mais je veux dire, on a des éléments de romantisme, d'action, on peut en avoir un tout petit peu, mais le film n'est pas il y a vraiment pas forcément d'action à proprement parler, mais oui, je pense que cet aspect romantique qu'on pouvait avoir dans le Dracula de Coppola, c'est quelque chose qu'on retrouve ici et dont on sent que le réalisateur a été énormément inspiré. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de combiner les deux inspirations et de faire une œuvre qui reste comme Nosferatu, qui est une œuvre assez complète et assez forte. Donc je vais y revenir rapidement parce que c'est pour moi c'est vraiment été un petit coup de cœur. Et on va vite commencer parce qu'il faut que je présente quand même le film. Donc Nosferatu, comme je disais, film réalisé par Robert Eggers, est sorti donc en ce décembre 2024, fin 2024, avec Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Lily Rose Depp, y a Emma Corrin, Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ralph Ineson. Il y a quand même un bon paquet d'acteurs. Voilà, à noter qu'il y a aussi Simon McBurney qui joue Herknock, qui est un personnage aussi assez intéressant, qui dans les autres versions était peut-être passé trop rapidement, montré trop comme un fou lunatique. Donc c'est l'acteur qui va jouer le fou de l'asile. De quoi parle Nosferatu donc? Vous connaissez l'histoire, mais comme je vais la raconter, ça va parler donc de l'histoire du jeune Thomas Hutter, qui est donc marié à Helen Hutter, qui sont joués par Nicholas Hoult et Lily Rose Depp, qui va être envoyé pour signer un contrat auprès d'un comte, le comte Orlok, qui se trouve dans les Carpates en Roumanie, car il souhaite emménager dans la ville de ce couple-là, dans une vieille bâtisse. Et on va donc suivre l'histoire. Est-ce que ce sera un spoil de vous dire que ce comte Orlok est un vampire? Je ne sais pas, mais je vous le dis quand même, c'est un vampire. Alors, je vais avoir toujours une partie spoiler, mais je trouvais quand même intéressant, voilà, il y a des éléments, voilà, qui sont assez communs et que je pense que, à force que les films sont déjà sortis, les premiers films Nosferatu, je pense que vous devriez connaître déjà l'univers de base. Premièrement, alors donc je vous ai fait un avis global, un synopsis. En termes d'histoire et de scénario, je vais attaquer par ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En termes d'analyse de l'écriture, la narration, elle est vraiment linéaire. On n'a pas de... encore que... Non, si, on va avoir une ellipse au début. Le film est assez intéressant par rapport aux autres versions, c'est qu'on commence sur un élément qui n'était pas présent et qui fait réellement penser à une scène, sans trop spoiler, une scène du Dracula de Bram Stoker. Je vais vous aider, une scène qui se passe dans un jardin avec une fontaine. Je parle de Coppola, mais vous comprendrez du coup la référence que je veux dire pour ce début de film. Donc déjà, on est introduit
par un élément qu'on n'avait jamais vu, et ensuite une pancarte qui nous annonce plusieurs années plus tard, et là on reprend un peu la trame que l'on connaît tous du film. Donc déjà ça c'est intéressant, c'est que ça nous perd d'entrée, ça installe de l'épouvante, ça installe comment dire, la nature du mal qu'on va devoir rencontrer, quel est l'élément principal, l'élément causeur du film, l'élément néfaste du film, l'élément dont on va devoir affronter à un moment du film. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus on commence à avoir un détail de ce que pourrait être cette manifestation du mal. Donc déjà c'est une entrée assez intéressante, même si j'évoquerai le fait que, plus dans la partie technique, mais ce que j'ai beaucoup aimé sur cette version là, c'est qu'on cache aussi le Nosferatu assez longtemps pour nous donner quand même une certaine idée de ce que pourrait être le visuel de cette version là, quoi, parce qu'on connaissait bien sûr les autres versions, on se demandait comment on ressemble. De toute façon, quand t'as quelque chose qui est dans le noir, sombre, qu'on ne voit pas, on se demande toujours ce que c'est, et ça marche toujours plus. On prend souvent l'exemple d'Alien, ce qu'on ne voit pas nous fait fantasmer beaucoup plus les éléments visuels qu'on pourrait avoir à l'écran. Donc ça c'est un élément important, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, on a une narration assez linéaire, donc avec une seule ellipse. Sinon les éléments, encore que non, on va avoir une ellipse assez cachée, parce qu'il va avoir même elle n'est pas montrée dans le film, mais on va avoir des ellipses qui vont se dire par le dialogue. Par exemple, un personnage qui va rester plusieurs mois à un endroit, alors qu'on pense visuellement en voyant le film que ça pourrait durer au moins quelques jours, quoi. Donc une narration assez classique, mais moi j'ai beaucoup aimé, parce que du coup il s'inspire réellement d'une narration comme des vieux films d'épouvante pouvaient l'avoir. En termes de dialogue, le film n'est pas du tout avare, et je trouve que c'est intéressant parce que chaque personnage, quand il n'y a pas de description vaine des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le personnage joué par Willem Dafoe, qui est un peu l'équivalent, donc dans le Dracula de Van Helsing, quoi. C'est le professeur qui est un peu un connaisseur en occultisme. En gros, on nous le présente comme un fou, comme un ancien savant qui a été en gros moqué par ses pairs, et qui finit par finir dans l'occultisme, s'intéresser à des choses qui, pour cette époque-là, l'alchimie aussi, à cette époque-là, était marquée comme déviant par rapport aux normes de la science définies. Donc vraiment, on a des dialogues assez intéressants, c'est que les personnages s'affrontent, on va avoir des dualités qui vont se mettre en place. Je pense surtout au personnage donc, de Lily Rose Depp avec le personnage d'Aaron Taylor Johnson, qui est intéressant, parce qu'en fait on va avoir dans le film, on va avoir deux couples. Donc un couple avec Nicolas Hoult et Lily Rose Depp qui forment un couple jeune naissant, et un couple déjà bien établi avec un personnage comme Aaron Taylor Johnson qui travaille dans le monde des bateliers, du bateau, la construction de bateaux, quoi, on n'en sait pas plus, mais qui en gros a déjà une fortune, déjà de par son père, est déjà installé, a une femme, 2 enfants. Donc on pourrait se dire qu'on a un couple qui est beaucoup plus aventureux, qui aurait moins de choses à perdre dans la vie, alors qu'il y a un autre couple qui est beaucoup plus installé, qui veut pas forcément perdre les éléments qui sont en place dans leur vie. Donc vraiment, ce qui est drôle, c'est que voilà, les dialogues peuvent sonner comme des dualités, des éléments aussi de réconfort, des éléments aussi de compréhension du récit, hein, comme le film évoque le vampirisme, et en même temps, avant que, comment dire, la lumière se fasse sur les raisons de ce qui peut se passer dans le film, il y a des arguments de science, de psychiatrie, des choses qui vont avant qu'on va avoir des explications assez surnaturelles, des éléments de dialogue scientifique avec la compréhension, mais pourquoi tel élément crée cela, et pourquoi l'autre élément crée ceci. Donc voilà, énormément d'éléments qui font que les dialogues sont intéressants, et qu'on a du coup des personnages qui sont bien définis eux aussi. Donc un scénario qui est assez intéressant, cohérent je dirais, dans sa globalité, qui est vraiment cohérent. L'originalité aussi d'un récit. En fait,
le récit est classique, mais il est original par rapport aux autres adaptations de Nosferatu. C'est ce que je disais. Il s'inscrit dans un cadre global beaucoup plus intéressant. C'est que même son récit est différent par certains aspects. Comme je vous disais que le réalisateur s'est inspiré vraiment des deux œuvres de Bram Stoker, le Dracula et les films Nosferatu, on a vraiment un ensemble qui crée du coup un résultat d'un scénario original, d'une histoire qu'on n'a presque pas vue. Alors, je pense qu'une grande partie des éléments du film, peut-être 70% je dirais quand même, sont des éléments qu'on connaît déjà. Mais on va avoir quand même un reste de 30% qui vont être voilà, des éléments assez nouveaux et qui innovent de par même la construction du récit, comme je vous disais, en commençant par une scène qui n'a complètement rien à voir avec le commencement de n'importe quel autre film Nosferatu. Voilà sur la partie scénario, et j'évoquerai les thèmes et les messages du film un peu plus tard, je pense en dernière partie, parce que je trouvais que c'est aussi intéressant d'en parler. Maintenant, l'analyse technique du film. Ça va être une grosse partie, je pense, qu'on va devoir parler. C'est que le film est magistral et magnifique. En termes de mise en scène, on a des plans... Alors, Robert Eggers a beaucoup de plans fixes, ou de plans où on va avancer, soit voir l'arrière d'un personnage, donc son dos, soit le devant, mais toujours qui va avancer ou reculer, mais on est toujours assez proche des personnages pour créer quelque chose d'exigu, toujours dans ce côté vampirisme. Quand un personnage va être resserré littéralement en fait dans le film, ce qui est intéressant, c'est que, et ça Nosferatu ou Dracula le faisait déjà, donc c'est pas un spoil, mais a le pouvoir par exemple d'un peu contrôler un personnage, de le faire sentir oppressé. Et ça, il y a une scène qui est magnifique où on va voir le personnage de Nicolas Hoult qui va arriver au château, il est dans une calèche et il va commencer son cœur à s'en sentir serré, et en même temps il va être dans une boîte noire, et de plus en plus l'atmosphère, le ciel devient de plus en plus noir, donc on sent que par ce jeu de lumière et cette technique aussi de cadre, on a quelque chose d'assez intéressant où on voit que les personnages sont vraiment pris en étau, et ça c'est intéressant de par des plans assez proches. On va avoir des plans larges, on va les avoir de temps en temps quand il y a un sentiment de liberté. Une scène où par exemple un personnage va sortir d'une ville à cheval, aller dans les champs. Là il y a un sentiment de liberté, on va pouvoir agrandir le cadre et avoir quelque chose de beaucoup plus voilà, on va pouvoir respirer quoi. Et ça c'est intéressant, c'est que le film arrive à faire en sorte que pendant tout le film on se sent vraiment pris dans quelque chose. Déjà on est enfermé dans une ville, un décor qui nous montre que on est pris dans cette ville de cette époque là aussi, au 19e siècle, où vraiment là ça se passe en Allemagne, mais on retrouve la même chose à Londres, ou même en France à cette époque là, mais vraiment on a des éléments de rue très pas du tout large quoi, très étroite, qui montrent que il y a de la saleté, il y a des éléments qui en fait nous donnent une sorte de malaise et de sentiment que les personnages sont emprisonnés dans leurs propres éléments, surtout que en fait beaucoup de personnages comme le personnage de Lily Rose Depp va être souvent, même s'il y a des éléments où ils vont sortir, mais souvent être dans sa chambre, dans des pièces, dans des maisons en fait, dont beaucoup de personnages sont enfermés dans des éléments de décor comme des bâtiments, des maisons, mais en fait même quand ils sortent, on pense vraiment être toujours dans une sorte de maison globale. Et il y a cette scène qui est géniale où c'est un des rares plans larges où on va avoir un sentiment étroit, c'est qu'en gros on va avoir comment dire ça sans spoiler, mais on va avoir un élément qui va, en gros sans spoiler, mais Nosferatu va de par une certaine mise en scène montrer comment comment je pourrais dire ça, comment il s'accapare la ville, voilà, comment la ville devient sous son contrôle. Et ça c'est intéressant de la manière dont il le fait. Je vais pas spoiler, mais je trouvais que vraiment l'idée était assez originale et quelque chose qu'on pouvait retrouver dans des vieux films. Moi je vous dis, il a une force et une technique qui vraiment force le respect, et qui vraiment pour les amateurs de films d'épouvante, moi souvent c'est ce que je dis, à différence entre film d'horreur, film qui fait peur, vraiment film d'épouvante à l'ancienne,
C'est quelque chose qu'on retrouve réellement dans ce cinéma et qu'on retrouve toujours dans ce film-là. Alors, en termes de photographie, et je penserai surtout à la lumière, il y a un jeu qui est magnifique sur la lumière. Le film oscille, donc il est assez gris dans sa globalité. Quand il est en ville, en fait, avec les gens, le film est assez gris et s'assombrit en fait au cours du film. Quand la menace devient de plus en plus importante, et il va avoir des contrastes avec une couleur orange, rouge assez vive qui va être montrée par souvent le feu, quoi. Une cheminée, un bois qui brûle va montrer, ou une pièce d'un château. On va vraiment voir une différence et et si je prends la scène par exemple où le personnage de Nicolas Hoult rejoint pour la première fois le château du comte Orlok, on a des scènes qui sont presque en noir et blanc. C'est-à-dire que il travaille, même si la scène est en couleur, mais il travaille avec la nuit et à baisser de manière assez parfaite la luminosité, que cela crée une sorte de noir et blanc qui fait référence au film muet de Murnau, quoi. Et je trouvais intéressant de la manière dont il jouait sur ça. Un truc que j'avais pas dit, par exemple sur le cadre, voilà, on va voir aussi beaucoup de portes qui vont se fermer et s'ouvrir. Et en fait, ces éléments-là vont aussi nous apporter une thématique et certains messages sur pourquoi la porte s'ouvre ou se ferme souvent pour des raisons du coup toujours d'écraser le personnage dans le cadre ou de le faire disparaître complètement. Ce qui montre déjà, par exemple, un personnage où on ne le voit plus parce que la porte se ferme derrière lui, on sent déjà que le danger va lui arriver, le personnage est encerclé avec une certaine menace qui pourrait arriver. Sur la lumière, moi j'ai adoré, parce qu'il y a certaines scènes, je me demande si ça a été tourné à la bougie, à la Barry Lyndon. Il y a des scènes qui sont magnifiques. Il y a la scène de l'auberge, par exemple, où le personnage de Nicolas Hoult donc est sur le chemin pour se rendre au château du comte Orlok, va tomber sur un camp de tziganes et après sur une auberge. Et dans l'auberge, c'est magnifique, il rentre. Mais il y a vraiment une pénombre avec ces bougies qui ressortent. Et vraiment cet aspect orangé, une couleur qui dénote avec l'extérieur où il était où il y avait de la sorte de neige, c'était très froid. Et là on rentre, il y a une couleur. Et en même temps c'est toujours sombre et une sorte de quelque chose de glauque, quoi, qui fait que le personnage n'est jamais serein à chaque plan du film. Et ça, je trouvais ça magnifique. En termes d'effets spéciaux, le film se tient. Alors, il y a de l'effect via du practical effect avec le personnage du Nosferatu. En fait, très peu même pas du tout de. Vraiment, en termes d'effets spéciaux, il y a pas grand chose qui est bien, c'est qu'en fait le film revient vraiment quelque chose de matériel. Je me demande même s'il y a une scène, bon je pense que c'est des effets spéciaux, une scène faite avec une main, voilà, sans trop spoiler, mais ça aurait même pu être pas fait avec des effets spéciaux, que ça passerait très très bien. Donc je me demande comment ça a été fait, mais voilà, sinon si on parle de certains effets spéciaux, même des effets pratiques, le film se tient et le film est magnifique sur comment il arrive à rendre le tout cohérent. On va avoir... Alors le château, je pense que ça a été tourné vers les plans en extérieur, on voit le château en entier. Je pense que là, oui, ça a été fait sur les effets spéciaux, la ville aussi en entière. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, on pourrait pas avoir... Pour des rues, c'est normal, on peut cacher des éléments modernes. Mais pour l'époque, on pourrait pas. Donc voilà, on va avoir les plans d'ensemble vont souvent être tournés en... ça va être complètement des effets spéciaux, une scène en bateau aussi. Voilà sur ça. En termes de montage, le film est assez fluide et se traite très très bien. Moi j'ai trouvé que ça se tenait. Ce qui est bien, c'est qu'en fait le film est linéaire, c'est-à-dire même quand il va par exemple le film peut se couper par moments avec des écrans noirs et passer pas de temporalité mais de lieu plutôt. Voilà. Je vous parlais par exemple il a cette technique de fermer des portes. Alors, des fois, ça continue sur une suite logique du même personnage qui se déplace dans un espace, mais souvent, ça peut fermer, on va dire, une scène et l'ouvrir avec un autre personnage. Donc ça aussi, c'est intéressant d'avoir quelque chose il joue sur son décor aussi pour
et par le montage du coup pour vraiment, avec des transitions qui se voyaient pas, changer d'espace-temps et permettre de jongler entre ce que les différents personnages vivent au cours du film. Donc ça intéressant, et c'est un film qui est, c'est pas cuté comme ultra cuté comme vous verrez si vous avez l'habitude, mais pour moi c'est complètement du Robert Eggers. Si vous avez l'habitude d'avoir vu The Witch, The Lighthouse ou The Northman, vous allez pas du tout être étonné parce que le film prend son temps, voilà, il est pas rapide, on a quelque chose de monter très linéairement, je vous dis toujours. Et si vous avez le style si vous aimez le style d'un Robert Eggers, vous allez adorer ce qu'il fait sur un film comme Nosferatu. Ensuite, en termes de jeu d'acteur et d'acteurs et de personnages en même temps, le personnage de Nicholas Hoult est excellent dans le film, donc il joue Thomas Hutter. Il est génial. Moi, depuis que je l'ai vu dans Jury numéro 2, je me suis dit c'est un super acteur. Et là, je trouve qu'il confirme parfaitement. Il joue donc le personnage de Thomas, qui est à la fois un homme qui commence à s'accomplir parce il se marie tout récemment avec sa femme Hélène, donc jouée par Lily Rose Depp. Donc on sent qu'il veut bien faire. En même temps, il veut aussi bien se montrer auprès de son travail et de son job. Donc il est prêt à tout. Et on le voit par les éléments qu'il peut dire auprès de son patron dans ce travail. Donc des éléments qui montrent voilà, qu'il est prêt à tout pour réussir. Et il va le faire. Et ouais, vraiment, on a un jeu qui est excellent de sa part, quoi. Il arrive à la fois à nous jouer un personnage apeuré par certains moments. Surtout que je pense qu'on serait dans sa même situation, on serait apeuré de la même manière, mais il arrive à nous faire ressentir la peur qu'il évoque qu'il évoque au cours du film, voilà. Et il arrive aussi, voilà, à nous subjuguer par un jeu qui, je trouve, est pertinent et qui reste toujours, voilà, à la bonne tonalité. N'en fait pas trop. Pareil pour Lily Rose Depp, que j'ai trouvé excellent dans ce film. Donc j'avais pas trop vu forcément de film avec elle, genre j'en avais vu quand même quelques-uns, mais là je trouve que ça se confirme parfaitement. Elle est excellente dans le rôle. Donc elle passait, alors la première actrice, je me rappelle pas du premier morceau, mais elle passait donc après Isabelle Adjani, et elle est pour moi parfaite dans le rôle parce que Laurie Hadar a vraiment voulu faire en sorte de donner à ses personnages des rôles quand même assez différents, je pense, des premiers films. Et je trouve que c'est pertinent parce que Lily Rose Depp, elle nous joue une femme autant forte que son mari. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle aime son mari et qu'elle est prête à tout aussi pour pouvoir le sauver de n'importe quel danger qui pourrait lui arriver. Donc vraiment, elle arrive à travailler en étant parfaite, je trouve, en termes de jeu, et n'en fait pas trop. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est un des éléments qui va revenir souvent, c'est que les personnages n'en font pas trop. Et ça, j'en parlerai aussi pour un autre personnage. Mais avant, donc, je vais parler aussi de la performance. Alors là, c'est un peu plus compliqué de le voir parce qu'il est tellement grimé, mais c'est le compte Orlok, donc joué par Bill Skarsgård, qui est, par contre, il est magistral parce qu'il arrive. Alors, je sais pas si on a travaillé au niveau de sa voix, comment on l'a fait, parce que il travaille beaucoup sur le souffle. Et je trouve que c'est amené tellement de manière excellente parce que on a un souffle presque animal par certains moments, et il arrive à nous jouer avec un accent un peu roumain, quoi, de ces pays des Carpates, qui est pertinent. Et je trouve que, alors, le practical effect fait que c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est un personnage, il faut vraiment le voir sur sa performance en tant que voix, quoi, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans la pénombre. En fait, sa voix ressort tellement excellente de manière vraiment cool, et en fait c'est ça, c'est la voix et son personnage, parce que on s'imagine pendant une bonne partie du film à quoi il ressemble. Donc on voit un jeu d'acteur assez excellent jusqu'à sa fin où il y a un paroxysme, et on voit le practical effect de Nosferatu qui est particulier. Je reviendrai, que moi j'aime beaucoup, mais que j'évoquerai dans la partie spoiler. Pour Willem Dafoe, voilà, moi j'adore. Je signe des deux mains, qui est excellent. Le professeur Albin Eberhardt, je sais plus quoi, mais
qui est juste parfait dans le rôle. Il nous prouve encore qu'il arrive Alors là, je trouve qu'il joue un rôle... je trouve que dans les films de Eggers, donc il a joué dans The Lighthouse, Northman, et dans ce film-là, je trouve qu'il a un rôle très très important que dans certains rôles. Alors The Lighthouse, c'est un rôle principal parce que voilà, mais dans Northman, on le voyait un tout petit peu, pas beaucoup, même s'il était excellent dans chaque rôle qu'il pouvait avoir. Mais là, vraiment, il a une place importante. Il est investi par ce personnage, il est excellent, un peu en savant, même si il est pas fou parce qu'il connaît son histoire, mais il y a une sorte de savant fou génial qu'on aime suivre, qui est un peu l'équivalent là ici du Van Helsing, quoi, de Dracula, et qui est excellent, qu'on a envie de suivre. Son personnage est super pertinent, super excellent, comment il est amené dans le film, aussi ses interactions avec les personnages, parce qu'on le sent en même temps le gars le plus déconnecté de tout le reste, parce qu'en gros c'est une des personnes qui sait le mieux ce qui est en train de se passer. Donc je trouvais que c'est intéressant, voilà, d'avoir cet ensemble là où on se dit voilà, c'est un acteur qui est génial, qui le montre ici, et dont Robert Eggers arrive parfaitement à l'utiliser. On va avoir le personnage de Aaron Taylor Johnson, donc qui est un des amis du couple de Nicholas Hoult et Lily Rose Depp. Aaron Taylor Johnson qui est excellent aussi dans son rôle là, donc comme je l'expliquais, qui est ce père de famille déjà installé, qui veut à tout prix protéger sa famille, qui est prêt un peu à tout aussi, et dont sa femme Emma Corrin, qui joue donc Anna Harding dans le film, que j'avais déjà vu en fait, qui jouait entre guillemets la méchante qui est chauve dans Deadpool et Wolverine, et qui ici arrive vraiment à jouer un rôle assez excellent, qui est un peu le pendant de Lily Rose Depp, qui est aussi excellent, mais en fait c'est drôle parce que je trouve que les personnages les plus forts dans ces deux couples, c'est Lily Rose Depp et c'est Aaron Taylor Johnson, qui sont vraiment les deux piliers un peu du couple. Et voilà quoi, je trouve que voilà, la performance d'acteur même de Emma Corrin, elle transparaît à l'écran, est vraiment excellente, et donc on s'attache, qui est une mère de famille qui aime vraiment ses enfants, qui est aussi prête à tout de pouvoir les protéger. À noter, donc c'est là où je voulais en venir, on va avoir un acteur donc, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Simon McBurney, qui joue donc dans ce film-là, c'est Herc Knock, qui est en fait le patron du personnage de Nicholas Hoult, qui est aussi dans l'œuvre, on le connaît surtout parce qu'à un moment du film, il devient fou et aliéné, enfin fou, serviteur du comte Locke, et c'est intéressant parce que du coup même ce personnage-là a une utilité dans le film que dans les autres films, on le voyait juste dans sa cage, voilà. Mais on les voyait souvent comme des fous, donc on comprenait pas l'utilité qu'ils pouvaient avoir dans le film, et ça je trouvais que c'était pertinent, voilà, de pas avoir des personnages aussi qui surjouent dans la folie ou dans ces éléments-là. Donc ça c'est pour la partie acting. En termes maintenant de musique et de son, la bande son est magnifique. Aussi, donc c'est une bande son. C'est drôle, c'est qu'on va avoir une bande son assez classique, avec toujours un travail sur des cordes, des éléments de vibration. Donc le son est fait par Robin Carolan, et qui travaille vraiment sur des éléments de peur par le biais de violon vers des éléments assez à cordes qui vont vraiment assez loin. Donc c'est lui qui avait fait The Northman, et on ressent par moments des mélodies assez lyriques qui s'inscrivent presque dans une tradition à la Dracula, donc quelque chose de romantique, et par moments quelque chose de beaucoup plus nosferatuesque, si je pourrais inventer le mot, mais qui est beaucoup plus sombre, épouvante, un peu à l'ancienne, qui vraiment frappe. Par moments, on a vraiment certaines impressions que les notes frappent réellement. Par exemple, on va avoir une action d'un personnage, un personnage, je sais pas, qui va attraper ou frapper quelque chose, et vraiment un son va arriver, un peu mais pas en élément de... Alors, il n'y a pas du tout de jumpscare dans ce film-là, mais souvent, il y aura une progression qui va se faire, un truc qui va... et qui va vraiment amplifier, par exemple, un élément de peur qui peut arriver dans le film.
Et ça, je trouve que c'est intéressant toujours, parce que c'est des éléments qu'on retrouve dans les vieux films d'épouvante. Ça, c'est pertinent aussi à évoquer sur un film comme Nosferatu. Donc en termes de musique, moi j'ai adoré, je trouvais magnifique. En termes de message du film, le film évoque énormément de choses. Ça passe du deuil qu'on pourrait avoir par rapport à la manière de gérer son couple, la fidélité aussi. Le film il arrive à reprendre des éléments donc des autres films comme je l'évoquais précédemment, et en même temps il arrive à innover de par aussi les thématiques qu'il veut imposer. Donc ça, je trouvais intéressant d'avoir un ensemble du film qui ne se soit pas reposé aussi dans les, comment dire, dans les éléments qui auraient pu emprunter des premiers films, avoir complètement le même type de thématiques, de messages, d'éléments qu'il veut transmettre à travers le film. Et ça, c'est assez pertinent. Alors, est-ce qu'on peut y voir des éléments aussi de libération sexuelle? Je sais pas, parce que le film se voudrait, je trouverais un peu désuet par rapport aux éléments actuels aujourd'hui. Mais voilà, on a, je pense, beaucoup d'éléments sur le deuil, la fidélité, donc qui sont un peu des thèmes assez désuets, mais que le réalisateur arrive réellement à mettre en scène. Moi, j'ai vu beaucoup de critiques aussi sur l'aspect gore du film. Moi, je le trouve pas forcément gore. Je trouve qu'il est maîtrisé toujours parfaitement. Le film, ou plutôt ses côtés gore, sont esthétisés, et je trouve que ça rend l'ensemble du film Nosferatu bien et intéressant. Maintenant, si on parle donc de la partie spoiler, il n'y aura pas trop d'éléments que je vais évoquer, mais donc à quoi ressemble le Comte Orlok dans ce film-là? Alors, il a des cheveux et une moustache. Et il n'a pas un visage donc rond, on va dire, avec un crâne chauve, avec les dents qui ressortent. Là, c'est pas du tout donc le personnage du Comte Orlok que vous connaîtriez des films d'avant. Et ça, j'ai trouvé ça fou, parce que finalement, vous voyez le visuel du personnage, vous vous dites ah mais c'est pas du tout ce qu'on avait déjà vu, et c'est pertinent par rapport à la relation. C'est qu'en gros visuellement il a un aspect beaucoup plus monstrueux que les autres films, qui pouvaient paraître beaucoup plus humains finalement, et ouais, j'ai trouvé qu'au niveau de ça c'était pertinent. Alors, un autre élément que je vais raconter en spoiler, qui est sur l'aspect technique. Donc, il y a une scène où je disais que ça a pu être fait aussi en mode practical. C'est qu'en gros, on va avoir une ombre d'une main qui va s'étendre sur la ville. Et ça, j'ai trouvé aussi techniquement assez fou et assez génial. Bon, je suis allé rapide sur les spoilers. J'ai dit rapidement quelques trucs, mais j'ai pas d'autres trucs trop à spoiler. Je préfère que vous allez voir le film. Il est génial, il est excellent. Il s'inscrit parfaitement donc comme un renouveau des films Nosferatu et un peu de Dracula. Mais je vous conseille vivement d'aller voir ce Nosferatu de Robert Eggers, que j'ai adoré de bout en bout. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout allez voir des films. Ciao!